Madame, Monsieur, bonsoir. 237 Agro s'installe chez vous en ce mercredi 5 juin de l'an de grâce 2024. Avec au menu ce soir, les montées de température, la chaleur atroce, des nuits torrides. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille ces derniers mois dans plusieurs régions du pays et notamment à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Alors même que l'on assistait à une longue et interminable saison sèche, voici que les pluies sont de retour. À ce temps, également avec des conséquences qui, semble-t-il, pourraient être dangereuses et même désastreuses, puisqu'on annonce des pluies torrides également dans quelques semaines, avec progressivement, c'est vrai, le retour de ces pluies dans certaines régions du Cameroun. Mais à Yaoundé, pour ce qui est de la région du centre, l'ONA alerte sur de probables inondations qui pourraient éventuellement faire des dégâts. Comment comprendre ces phénomènes de changement climatique au moment où justement on assiste à la déforestation, à la dégradation de la nature et même d'autres faits posés au quotidien par les populations? Comment s'adapter et donc atténuer les effets néfastes de ces changements climatiques? Quelles sont les mesures prises par le pouvoir public et même de façon individuelle par chacun de nous pour essayer de vivre ces moments assez difficiles? Comment la production agricole vit-elle ces moments assez compliqués relativement aux effets des changements climatiques? Autant de préoccupations qui seront analysées au cours de cette émission donc dédiée à cette actualité plus que brûlante. Quelqu'un faisait savoir sur ce plateau, avant que nous commencions, que c'est effectivement le fait majeur de l'heure. Comment vivre avec les changements climatiques? Question préoccupante donc au cœur de 237 Agro ce soir, qui reçoit sur le plateau des invités triés sur le volet. D'abord, la seule dame qui est sur ce plateau avec nous ce soir, Stéphanie Ndiomo Choumi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Ce sourire peut être celui d'une dame qui vit comment avec ces changements climatiques? Une dame qui a passé, on pourrait dire, une nuit assez tranquille comparée aux 2 ou 3 semaines en arrière où les conditions climatiques étaient simplement inacceptables. Ouais. Stéphanie Ndiomo, qui est expert des changements climatiques justement. Et c'est à ce titre-là que vous êtes invitée sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était la première. La toute première. Merci pour l'invitation. D'accord. À votre gauche, Ghislain Fomou, bonsoir. Bonsoir, M. Massin Gansop. Ghislain a l'habitude d'aller dans les plantations de cacao, de café. Fils d'abord de paysan. Fils de paysan. Et ensuite, travaillant pour le développement rural, je passe le clair de mon temps en milieu rural. Expert forestier aussi. Expert forestier, effectivement. Directeur de programme du SAID, qui est le service d'appui aux initiatives de développement, qui est éditeur de La Voix des paysans de Feu Bernard Djonga. C'est effectivement cela. Et c'est un plaisir d'être invité à cette émission. Vous savez, quand on parle de l'agriculture, c'est le cœur de métier du Sahel depuis 35 ans qu'aujourd'hui. Nous développons des pratiques, des techniques pour pouvoir permettre une meilleure production agricole au Cameroun. Donc, le fait d'avoir aujourd'hui une émission dédiée à l'agriculture, pour nous, c'est un pas. C'est un pas qu'il fallait franchir, et je vous dis... Et qui nous a franchi. Et je vous félicite pour cette initiative et nos encouragements. Et il faut renforcer la communication autour de l'agriculture et de la production agricole dans l'ensemble. D'accord. 2 autres invités sur ce plateau ce soir, avec à ma droite Thierry Djoussi, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Marcelin. Ça va, Thierry? Ça va très bien. Ça va très bien. Thierry est le président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Ces journalistes-là, vous faites quoi au quotidien? Vous développez des plantations ou alors vous essayez de former à travers des informations? Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre association? Nous faisons ce pourquoi nous avons été formés, à savoir l'agriculture. Mais avant de développer, permettez-moi, on a l'habitude de se tutoyer. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, permettez-moi d'adresser comme ça mes salutations, j'ai failli dire chaleureuses. Je crois qu'il y a déjà assez de chaleur comme ça. Je vais juste adresser mes salutations aux téléspectateurs,
Et je vais te féliciter, Marcelin, pour l'initiative. C'est l'agriculture n'est pas très présente dans les médias grand public. C'est la hiérarchie d'Equinox qui vous félicite. Hein? Donc, je Faut bien félicite qu'il y ait un projet éditorial également par la rapport à ça, et hiérarchie voilà. d'Equinox, qui est une télévision citoyenne. Et voilà donc l'un des combats de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. C'est-à-dire que des sujets agricoles soient davantage présents dans les médias. C'est-à-dire que l'agriculteur, l'éleveur, le pisciculteur, celui-là qui donne de sa force, de son énergie et qui prend de son temps pour nous nourrir, que celui-là également soit davantage approché par la presse, savoir ce qu'il pense et bien évidemment savoir quelle est sa vision de l'agriculture de demain. Et je voudrais, pour ne pas être long, finir en adressant comme ça mes hommages à Bernard Djonga. Son nom a été évoqué ici et bien évidemment le passionné de l'agriculture que je suis ne peut pas ne pas prendre la parole et maintenir devant la mémoire de cet immense homme. Ouais. Il a tellement apporté à l'agriculture camerounaise. Bernard Djonga qui bataillait pour la souveraineté alimentaire. On connaît tous les combats qu'il a menés dans ce sens. Il nous a quittés en 2021. Son plus grand combat, c'était la souveraineté alimentaire. Il a rapporté également, parce que dites-vous qu'aujourd'hui, si on peut parler de l'aviculture camerounaise, c'est-à-dire l'élevage de poulets de chair, c'est grâce à Bernard Djonga. Absolument. S'il n'avait pas été là, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais devaient importer du poulet de chair. Bernard Djonga a dit, c'est possible de produire localement. Et je crois que nous, les générations qui arrivons, nous avons aussi un challenge qui nous attend. Il y a le changement climatique qui arrive. Et je crois que c'est le défi majeur de l'agriculture camerounaise de ces prochaines années. On en parle ce soir sur ce plateau de l'As Bernard de Lys, Dr Samuel Guifo, bonsoir. Bonsoir, Marcelin. Secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, mais davantage un acteur de terrain qui travaille sur des questions majeures liées notamment à la gestion des terres et des ressources naturelles au Cameroun, mais également dans les pays du bassin du Congo. Oui, c'est ça. Vous marchez beaucoup, Samuel? Non, j'écoute beaucoup. Ah, vous écoutez plus que vous ne marchez. Oui, c'est ça. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est également la première fois. Oui. Et je voudrais joindre ma voix à celle de Thierry pour rendre hommage à Bernard Djonga. Je pense qu'on n'a pas assez rendu hommage à cet homme pour ce qu'il a fait. Et je crois que c'est important de rappeler encore à tous les téléspectateurs sa mémoire, son combat ce soir. D'accord. Bernard qui restera jamais gravé dans nos mémoires, hein, et qui, effectivement, de son vivant, a mené tous les combats. On l'a vu être embarqué par la police, on l'a vu entamer une opération d'assainissement des bâtiments publics et tout ça. L'un de ces combats que nous devions perpétuer, c'est également l'incorporation des farines locales dans la production du pain. Tout à fait. Vous savez, nous dépensons beaucoup pour importer du blé. D'accord. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Allons tout droit dans le vif du sujet. Parlons du temps qu'il fait, pas seulement à Yaoundé, mais dans d'autres régions du pays. Je vais commencer par Stéphanie. Vous disiez tout à l'heure que vos récentes nuits sont plutôt les meilleures, contrairement à ce que vous avez vécu il y a 2 ou 3 semaines où il faisait terriblement chaud. Ce phénomène que nous avons vécu et qui semblait être comme une surprise, pas parce que c'est la première fois qu'on avait la chaleur, mais c'était quand même de façon prolongée, et là c'était vraiment rude. Si on s'en tient aux alertes qui ont été données par l'ONAC, également les communiqués publiés par le ministère des Transports, le ministère il y a le ministère des Transports, il y a l'Observatoire sur le changement climatique. Et la direction météorologique nationale, tout ça. Qui, et bien évidemment, est une direction du ministère des Transports. Et même le ministère de la Santé publique qui alertait sur comment il fallait se comporter pendant cette période. Stéphanie, vous qui êtes une experte des changements climatiques, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez pu comprendre qu'on en arrive à de telles montées de température? Alors, très rapidement, je pourrais dire oui. Oui, cher Marcelin, parce que c'est un phénomène qui était attendu. Il était attendu parce que quand on part de la définition même des changements climatiques, qui sont des variations de température et de conditions météorologiques sur de long terme, on peut déjà comprendre que les choses ne vont pas se passer aujourd'hui comme elles se sont passées 10 ans en arrière. Les choses ne vont pas se passer non pas à cause uniquement des effets naturels des mouvements de la Terre, mais davantage à cause des activités anthropiques qui ont pour effet justement d'augmenter le niveau de température sur la surface de la Terre et donc bouleverser tout ce que nous avons comme climat. Donc c'était assez attendu. Ce n'est pas surprenant que nous vivions au Cameroun ces hausses de température parce que le phénomène climatique malheureusement ne se situe pas dans un espace donné.
On a pour coutume, et ça c'est scientifiquement, c'est dans la science qu'on va puiser, n'est-ce pas, ces informations de ce que ces problèmes climatiques sont liés à l'industrialisation qui a été principalement vécue dans les pays occidentaux. Et donc à partir de ce moment, il y a eu une élévation des températures, il y a eu l'utilisation des fossiles, n'est-ce pas, des matières fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, qui ont contribué à émettre des gaz à effet de serre qui malheureusement ne pourraient se contenir dans ces espaces où ils sont émis. Malheureusement, la Terre est une seule, c'est une planète, et donc tout ce qui est émis là-bas peut se vivre ici tel que nous l'avons vécu au Cameroun et à Yaoundé, avec des températures inimaginables. Quand on a vu par exemple aussi à l'extrême nord le lamido de Marois, inviter la population à sortir, à rester dans les maisons, à éviter de s'exposer au soleil, à boire assez d'eau, à prendre des mesures qui malheureusement ne cadrent pas avec les activités quotidiennes qui permettent à ces populations d'avoir les revenus quotidiens. Donc c'est effectivement attendu. Je ne voudrais pas paraître alarmante ou pessimiste, mais il faudra s'attendre à ce que les choses aillent de mal en pire. Alors, Ghislain Fomou, comment vous avez vécu cette période-là? Certains dormaient très tard. Certains prenaient le bain également assez tard en se disant, bon, si je me lave à 2 heures du matin, je peux quand même dormir un peu dans les meilleures conditions. Vous avez une astuce pour vivre ces moments-là? Ben, l'astuce, généralement, c'est il faut régulièrement se verser de l'eau. Mais cette eau, on ne l'avait pas. Donc, avec des coupures d'eau, on se contentait du peu de réserve qu'on avait. Et donc, du coup, on a subi. On était plus... mes enfants ne me voyaient pas torse nu, mais ils étaient habitués à me voir torse nu. Parce que je ne pouvais pas être habillé normalement à la maison. Donc, c'est comme cela qu'on l'a vécu. Mais pour un peu embrayer sur l'explication de Stéphanie, ben, il faut comprendre que il y a un changement qui est un peu global et il y a un changement qui est local. Ce qu'on a observé en fait, c'est on a observé un mouvement, un effet un peu global, parce que au même moment qu'on décriait la température à Yaoundé, on le décriait à Kinshasa, on le décriait à Abidjan, on le décriait. Donc, en fait, là, on a eu la première grosse alerte, je veux dire, depuis des années, on a eu la première grosse alerte sur le fait qu'on peut avoir un changement tout global et que tous les acteurs, tout le monde vivent la même chose au même moment. Et en dehors de cela, on a déjà eu des changements locaux. Des changements locaux. Auparavant, on voyait régulièrement, au fil des années, comment Yaoundé chauffait. Au fil des années, on a vu le changement de température à Yaoundé. Mais là, c'était un changement un peu local. Au même moment, on a vu le changement dans certaines localités. J'ai fait un travail sur une zone autour du barrage de Lompanga. Et ce travail nous a démontré que avant le barrage, la température de la zone était maîtrisée. Après le barrage, on a eu une élévation anormale de la température de la zone. Donc là, c'est bien de pouvoir circonscrire les deux types d'événements en matière de changement climatique. Et il y a des événements qui sont globaux. On ressent de manière globale sur l'ensemble de la Terre ou sur une région précise. Et pour nous, aujourd'hui, c'était la première fois que les Africains, surtout de l'Afrique subsaharienne, vivaient vraiment de plein fouet les effets de ce changement climatique. On l'a vu, les Européens l'ont vécu. Quelquefois, vous vous rendez compte qu'il y a eu des étés où on a eu un nombre de morts élevé du fait de la température. Mais pour nous, cette fois-ci, c'était la toute première fois où on observait cela de manière uniforme sur une zone, une région de la Terre. Donc, c'est pour dire que c'est un phénomène qui est présent, qui est là, et ça peut avoir des causes globales ou des causes locales. Et donc, il faut justement jouer avec cela. Je le dis pourquoi? Parce que dans l'opinion,
on essaye toujours d'attribuer la responsabilité, une responsabilité extérieure. Mais on ne voit pas la responsabilité locale. Et il y a une responsabilité locale. Qu'on le veuille ou pas, il y a une responsabilité locale. Donc, c'est très bien de circonscrire ces deux dimensions quand on veut parler de changement climatique. Alors, docteur Samuel Guifo, lorsque Ghislain parle de responsabilité locale par rapport à ce phénomène de changement climatique, c'est-à-dire que c'est nos comportements quotidiens qui participent également de cette accentuation de ce phénomène-là. Si oui, lesquels? Oui, je crois qu'il est évident que nous participons tous, peut-être à des échelles différentes. D'abord comme État, il y a des États qui participent plus que d'autres, mais il n'y en a aucun qui ne participe pas, nous participons tous. Ensuite, comme individu, donc quand nous sommes au Cameroun, on participe d'une certaine manière. Il a fait plus chaud à Yaoundé. À un moment, en regardant sur mon téléphone, on était à 36 degrés certains jours. Et je pense que je suis à Yaoundé depuis assez longtemps. J'ai jamais connu de température comme celle-là. 36 degrés, c'était invivable. Il fallait s'hydrater et on n'est juste pas préparé à cela. Mais comment ça peut s'expliquer? Par la concentration de la population. La ville est grande, la ville a grandi, donc on a dû défricher, couper des arbres pour installer des maisons. Mais ensuite, la déforestation s'est poursuivie autour de la ville parce que le front agricole s'est déplacé, il continue d'avancer. Donc il y a beaucoup de plantations qui sont faites pour nourrir la grande ville. Et plus la demande augmente, plus le front agricole recule. Et plus la déforestation pour créer des plantations agricoles se met en place. Et je crois que là, il y a une conséquence sur le microclimat de cette grande région. Et ce que l'on voit, c'est qu'on va poursuivre avec les efforts de développement de l'agriculture. Donc on va continuer à être vulnérable à des problèmes de température comme ceux que l'on a connus. Quand on va dans des zones comme l'extrême nord, j'étais dans l'extrême nord à un moment, pendant juste une anecdote, je me souviens que quand on est arrivé, c'était 45 degrés et on s'est déplacé dans un village à peu près 2 heures de route et on est arrivé vers 14 heures, c'était 47 degrés et les gens nous disaient, on espère que vous avez de la chance parce que ça va un peu mieux. La semaine dernière, c'était plus difficile. Bon, ce que l'on voit également, c'est que l'effort de plantation d'arbres doit être accéléré, accentué dans une zone comme celle-là. Parce que quand il y a cette sécheresse et qu'en même temps il faut faire la cuisine, il faut trouver du bois de feu, c'est assez compliqué. Il faut avoir des arbres qui aident quand même à apporter une certaine fraîcheur dans la zone. Et je veux revenir sur la note du l'amido de Marois dont Stéphanie a parlé pour dire que c'était inhabituel. C'est pas la première fois qu'il fait chaud dans l'extrême nord. Mais si le lamido a pris la décision de faire cette note pour donner une sorte de code de conduite, c'est que c'était inhabituel. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a plus de morts. Il y a eu plus de morts à cette période-là que les années précédentes. Il n'y a pas d'études, mais la plupart des gens qu'on a rencontrés nous ont dit beaucoup de gens sont morts du fait de cette canicule-là. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Simplement, c'est une piqûre de rappel qui nous dit on n'est pas à l'abri. On a eu l'habitude de penser que les questions de climat sont des questions de blancs. Les autres. Mais là, on voit que ça vient dans notre cours, c'est rentré dans nos maisons. Et c'est une préoccupation pour nous, ça doit devenir une préoccupation centrale pour nous. On n'est pas à l'abri, c'est le message principal que l'on peut citer aujourd'hui. Alors Thierry, on vous a vu relayer les alertes de l'Observatoire national de changement climatique, des différents ministères. Pendant cette période-là, c'était la meilleure attitude à adopter en tant que journaliste pour qu'on reste en éveil, pour qu'on soit informé de ce qui se passait et de comment faire pour ne pas subir de plein fouet les affres de cette température qui ne cessait de monter? Non, attitude, je ne dirais pas, je parlerais plutôt de mission. Je crois que c'est une mission citoyenne et elle ne devrait pas être uniquement celle de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Ça devait être une mission tout le monde.
une cause nationale. Parce que dites-vous que tout le monde est dans le même panier. Parce que quand on parle d'inondation, et quand l'Observatoire national sur les changements climatiques vous dit qu'il y aurait inondation à l'ouest, il y aurait inondation dans le centre, inondation dans le littoral, inondation dans le sud-ouest. Donc ça, regardez le nombre de personnes, le nombre de victimes qui sont exposées. Donc ça fait un grand nombre de victimes potentielles. Et là, on s'achemine déjà vers une catastrophe naturelle. Or, il faut alerter. Il faut relayer l'alerte. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous sommes très contents de savoir que de plus en plus dans l'opinion publique et même des médias essaient aussi de relayer parce qu'il faut que les informations aient accès à cette information-là. C'est une chose. Et de deux, maintenant, on nous dit qu'il y aura également de fortes températures. Donc, dans le même bulletin de prévision météorologique, on nous présente deux menaces. Il y a la menace des inondations, il y a la menace des fortes températures. Et tout ça, c'est entre le 1er et le 10 juin 2024. Donc, voilà un espace court de temps qui concentre deux menaces parmi les plus dangereuses. C'est-à-dire, vous avez des fortes températures et ensuite vous avez des précipitations fortes également et qui pourraient déboucher sur des inondations. Donc, je crois qu'il faut que les Camerounais en soient informés. Et je voudrais profiter de cette émission pour dire au pouvoir public de prendre leurs responsabilités. Parce qu'on a cru que, c'est Samuel qui le disait très bien d'ailleurs, on a toujours pensé au Cameroun et en Afrique que le climat c'est l'affaire des Blancs. Parce que quand vous regardez les télévisions de Blancs, vous voyez que généralement on passe les bulletins météo tous les 30 minutes, je parle d'une chaîne comme France 24. Quand vous regardez TF1, avant le journal, le grand journal de 20h, c'est le bulletin météo. Et laissez-moi vous dire que en Occident, les présentateurs de bulletins météo sont parmi les plus célèbres. Donc, le fait qu'on puisse produire et présenter la météo à la télé, ça a donné aux populations des attitudes à adopter. Parce que quand quelqu'un sort de chez lui, il ne sait pas s'il fera chaud ou qu'il fera chaud, qu'il va pleuvoir. Bon, il est quelque peu exposé à une menace. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens aient l'information, il faut que les médias puissent en parler. Et bien évidemment, nous invitons le gouvernement à prendre des dispositions pour que les médias puissent avoir la matière première, pour que les médias également puissent avoir, ne serait-ce que davantage de moyens pour réserver des espaces et pour informer les Camerounais. Et nous disons également que si vous êtes un citoyen, vous peut-être sur WhatsApp, dans un groupe quelconque, vous avez reçu un bulletin de prévision météorologique, ne le gardez pas pour vous. Partagez. Partagez dans d'autres groupes. Et si vous êtes dans un quartier, c'est bien beau de parler de la FECAFOOT et de Samuel Eto'o, mais dans ces conversations aussi, vous pouvez glisser 2 ou 3 mots sur le climat, parce que c'est autant important qu'un sujet de football. Donc il faut que ceux qui nous écoutent, quelle que soit leur catégorie sociale, qui pensent, qu'ils intègrent également cette attitude-là, que dans des conversations de tous les jours, avec votre épouse, avec vos amis, et bien évidemment en réunion, en communauté, que de temps en temps on puisse évoquer le climat qui fait et qu'on puisse partager des alertes climatiques dont on a reçu. Alors Stéphanie, on a parlé c'est vrai des fortes températures, mais ça me faisait remarquer tout à l'heure, même Thierry, qu'il y a également des risques d'inondation. Et nous sommes dans une ville où on voit une démographie galopante, on l'a dit, mais on voit également que les normes de construction ne sont pas toujours respectées. C'est peut-être le moment aussi d'alerter sur ces modes de vie qui parfois favorisent les catastrophes naturelles. Tout à fait. Tout à fait. Il y a effectivement une interpellation qu'il faut adresser, n'est-ce pas, à tous les maillons de la chaîne, que ce soit les services publics, que ce soit les gouvernements, que ce soit les citoyens lambda, parce que, petite digression sur la question des déchets, la gestion des déchets qui, elle aussi, n'est-ce pas, contribue à côté du changement climatique à rehausser aussi tous les risques qu'on a en termes d'inondations. C'est vrai que les inondations qui sont directement liées au changement climatique sont celles qu'on cite parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, la fonte des glaciers qui élève le niveau de la mer. Et malheureusement, le Cameroun se situe dans l'un de ces pays qui vivra aussi de plein fouet cette élévation du niveau de la mer en raison de ces espaces littoraux du sud et du littoral. Donc, il y a ce risque-là aussi qui est
ambiant et pour lequel il faudrait que des mesures soient prises. À côté de cela, pour revenir sur ce que Ghislain disait tout à l'heure, il y a des problèmes locaux qui ne doivent pas être muets, qui ne doivent pas être étouffés par le regard qui est toujours centré et jeté sur la communauté internationale comme source principale du problème. On est tout à fait d'accord que les proportions sont inégales. On a effectivement une Afrique qui contribue à elle seule à moins de 5% en matière de gaz à effet de serre, mais aussi il ne faut pas perdre de vue les comportements citoyens qui accentuent ces problèmes climatiques-là, tels que la gestion que nous faisons des déchets qui contribuent à rehausser ces inondations à côté des problèmes directement climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer. Ghislain, venons-en peut-être, on a un peu essayé de voir un peu les causes. Peut-être il faut voir les conséquences de ces changements climatiques. Nous sommes déjà dans un environnement où la vie est chère, où l'accès aux produits agricoles n'est pas la chose la plus aisée. Avec ces pluies qui parfois se font rares et ces chaleurs qui s'éternisent, évidemment cela joue. Même le rythme des saisons change. Ça joue sur le plan agricole. Vous êtes tout le temps dans les plantations avec nos papas et nos mamans. Ces phénomènes-là se vivent comment et comment pourrait-on ressentir, peut-être dans le panier de la ménagère, les répercussions justement de cette variation de climat-là? Ok, merci. Je voudrais revenir d'abord un peu sur, pour mettre un doigt sur un problème en matière d'assainissement et ce qui va accentuer les problèmes d'inondation dans nos villes. Oui. La première chose, c'est comment on assainit nos villes. Observez à Yaoundé, on remble les bas-fonds. Pour y construire des maisons. Et dans une ville comme Yaoundé, les bas-fonds sont des réceptacles. Ce sont des réceptacles. Et donc, finalement, on crée donc plus de victimes, qu'on le veuille ou pas. Et avec des systèmes de canalisation pas du tout appropriés. On aurait pu rembler, mais faire des systèmes de canalisation qui mènent vers des grands fleuves. Mais vous voyez, quand il pleut, tout reste. C'est pourquoi on a une dégradation accentuée de nos routes. Il y a pas mal de problèmes en matière d'assainissement. Mais on n'est pas... Je voudrais qu'on reste sur ce sujet. Sur l'agriculture. Maintenant, sur l'agriculture, il faut comprendre que on n'est pas encore dans le changement climatique. On est encore dans les changements climatiques. Si on était dans le changement climatique, ce serait même plus facile de s'adapter. C'est-à-dire, le changement climatique, c'est une modification des paramètres climatiques observés de manière régulière sur une longue durée. Donc, ça voudrait dire, si on était dans le changement climatique, on serait capable simplement de réactualiser les rythmes des saisons. On serait capable de dire, en fait, la saison de pluie ne va plus, la petite saison de pluie à Yaoundé ne va plus de mars à juin. On pourrait dire, peut-être, ça va maintenant de avril à juin. Là, ce serait plus facile pour les populations de s'adapter. Mais le vrai problème, c'est qu'on est dans la situation des changements climatiques, c'est-à-dire de la variabilité des paramètres climatiques qui sont aléatoires et qui ne sont pas régulières sur une période. Donc du coup, on ne sait plus quand il va faire froid, quand il va pleuvoir, on ne sait plus quand il va faire soleil, et ça bouleverse totalement le calendrier agricole. On ne sait pas quand est-ce qu'il faudra mettre les graines sous terre et quand est-ce qu'on pourra récolter. Et dans cela, la conséquence, effectivement, il faut le dire aussi, elle est diversement appréciée. On a des conséquences d'un point de vue de la résurgence d'un certain type de ravageurs des plantes qu'on n'avait pas. On va avoir donc certains types de criquets, certains types de champignons qui vont apparaître du fait de ce bouleversement et donc qui auront donc un impact sur la production et la productivité.
Deuxièmement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce bouleversement-là, quelquefois aussi, peut être un avantage pour certains types de cultures. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas assez. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on a eu l'année dernière des pluies jusqu'en décembre, les producteurs de cacao riaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la floraison jusqu'à cette période. Vous comprenez? Ils avaient la floraison jusqu'à cette période. Mais, au même moment, les producteurs de haricots pleuraient. Parce qu'à l'ouest, voyez-vous, la récolte du haricot se situe entre novembre, fin octobre, novembre. Et c'est en champ qu'on fait la récolte. On enlève tout, on entasse, et puis, mais ce qui s'est passé, c'est que les graines commençaient à germer étant encore sur pied. Ouais. Donc, vous voyez que selon le type de culture, les conséquences, les impacts sont totalement différents, mais de manière globale quand même, sur la production vivrière et des cultures vivrières, elles reçoivent un impact important. Très, très important. Et ça voudrait dire qu'il faut améliorer, il faut changer la méthode de cultiver, il faut changer la méthode de récolter, il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir répondre à cela. Voilà un peu quelques pistes de conséquences qu'on pourrait observer sur le phénomène. Alors, docteur Samuel Guifou, vous faites peut-être pas le marché, mais madame va au marché tout le temps. Et donc, évidemment, lorsque on a écouté les explications de Ghislain, on voit bien que si la récolte n'est pas bonne, eh bien, c'est le panier des aménageurs qui souffre. C'est ça que vous ressentez, non? On le ressentira très clairement. Et s'il fait chaud, si la pluie ne vient pas à temps, les récoltes ne seront pas bonnes. Parce que notre mode de production repose sur la nature, sur le climat, sur la pluie. On attend la pluie. On n'a pas de système d'irrigation. On attend la pluie. Et si elle ne vient pas à temps, si elle n'est pas assez abondante ou si elle est trop abondante, les récoltes vont en pâtir. Et tout de suite, si les récoltes en pâtissent, les prix vont en pâtir. Et on aura des épisodes de famine ici et là parce que tout le monde ne pourra pas acheter. Et on va donc être obligé d'importer de la nourriture avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour notre économie. Donc c'est une situation particulièrement préoccupante pour notre agriculture si elle est ce qu'on sait qu'elle est, c'est-à-dire fortement dépendante de la nature. On n'a pas encore un système de production qui est, je dirais, en quelque sorte modernisé. On ne peut pas produire sous serre, on ne le fait pas encore. On ne peut pas produire avec de l'irrigation. On n'est pas encore à ce niveau-là. La production reste, je dirais, totalement naturelle, dépendante. On dépend de la pluie. C'est la pluie qui arrose, c'est la pluie qui donne l'orientation aux planteurs pour démarrer la saison agricole. Et on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Après une période où on a connu de grandes certitudes, je me souviens que dans mon livre de géographie à l'école primaire, il y avait les dates des débuts de saison. On mettait le 15 mars, c'est le début de la saison des pluies, puis c'était le 14 ou le 15. C'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude totale. Et je crois que ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce qui est pernicieux dans la situation qu'on vit, ce n'est pas que la sécheresse fera qu'il n'y ait pas d'eau. Il va faire très chaud à un moment donné, et il va y avoir beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de pluie à un autre moment, plus que d'habitude. Donc si on regarde le niveau des précipitations, il augmente. Mais il n'augmente pas, c'est pas contrôlé, on ne sait pas quand ça vient, et ça peut venir sur une période très courte, comme le disait Thierry, sur 10 jours, provoquer des inondations et repartir.
Je voudrais un peu illustrer ce que Samuel dit. J'ai connu une étudiante qui allait faire une étude justement sur l'impact du changement climatique sur la productivité agricole à l'extrême nord. Okay. La première chose, elle a pris tous les relevés de température et de pluie et on a regardé sur un mois. Il n'y a pas de changement sur le mois. Il n'y a pas de changement sur, quand on regarde la moyenne mensuelle. Il n'y a pas eu de changement. Oui. Mais alors, quand tu regardes les pics, tu te rends compte que tu as des pics de pluviométrie et au même moment des pics de température. Donc, et c'est ça qui est dangereux pour l'agriculture. C'est pas le fait que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la plante, si elle reçoit beaucoup d'eau, ça lui pose problème. Selon le type de plante. Si elle reçoit moins de soleil, ça lui pose également problème. Donc, c'est ces éléments-là qui jouent vraiment sur la productivité et qu'il faut chercher à maîtriser pour pouvoir limiter la casse. Et dans le même temps, c'est tout à fait cela. Et je crois que cette étude, ce serait intéressant qu'on puisse la lire. On regarde là, on voit des producteurs de maïs, par exemple. Si on regarde dans les champs, on voit que les maïs ont des tailles très différentes. Ouais. On est en mai. Les récoltes devraient avoir lieu en juin. Mais il y a des maïs dont les tiges ont moins d'1 mètre. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que les récoltes ne seront pas bonnes pour ces planteurs-là. Et ils commencent déjà à le voir et à comprendre que ce sera difficile. Pour eux d'abord, parce qu'ils produisent d'abord pour manger. Donc on va connaître des difficultés à pouvoir assurer notre autosuffisance alimentaire dans l'année qui vient. Le paysan va connaître des problèmes de récolte, donc des problèmes d'accès à la nourriture, mais aussi le citoyen va connaître des problèmes d'accès à la nourriture. Les récoltes n'étant pas suffisantes, il aura du mal à trouver sur le marché ce qu'il veut. Et quand il va le trouver, il y a des chances que ce soit plus cher qu'habituellement. Donc il faut qu'on soit préparé à cela. Comment en sortir? On n'a pas de contrôle sur le climat. Donc il faut chercher des solutions qui permettent de régler ce qui peut l'être. Comment on règle une inondation? On peut peut-être régler l'accès de la plante à l'eau par l'irrigation, mais c'est des investissements qu'il faut commencer à planifier maintenant et de toutes les manières, il faudra que des fonds publics soient mis en soutien à l'agriculture, à la petite agriculture familiale. Alors Thierry, le regard de journaliste que vous posez sur ces phénomènes, c'est lequel? Est-ce que vous avez l'impression que, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des pouvoirs publics, on a même pris la pleine mesure de ce que les changements climatiques sont désormais une réalité et qu'il faut s'y adapter, puisque c'est la nature, on ne peut rien contre la nature, mais au moins on peut essayer d'atténuer les effets. Est-ce que le regard que vous avez par rapport aux actions qui sont menées, ce regard-là est un regard qui rassure? Non, je crois qu'il faut utiliser les mots tels qu'ils sont, parce que on a l'impression que les gens, je parle de ceux qui nous dirigent, se préparent à jouer les médecins après la mort. Or, les alertes sont là. Et on commence déjà à voir les conséquences. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avions quoi? Nous avons une population, une catégorie de la population, d'ailleurs, qui est fragile. Davantage fragile. Là, je parle des agriculteurs. Nous savons tous que, quand vous regardez les statistiques, les plus pauvres sont de quel côté? Où on va, où est-ce qu'on les voit? C'est dans le secteur agricole, c'est en zone rurale, c'est où la pauvreté bat son plein. Or, qu'est-ce que les prévisions nous montrent? Nous montrent que ces gens-là vont perdre leurs revenus du fait de pluies extrêmes ou de chaleurs extrêmes. Voilà ce que les alertes nous disent. Donc nous avions un grand nombre de Camerounais qui vivent sur des territoires qu'on peut considérer comme appartenant à l'arrière-pays, aux campagnes, qui vont davantage s'appauvrir. Et par ricochet, nous avions également, dans les zones urbaines, des Camerounais qui, en partie, s'alimentent grâce à la production qui vient des campagnes. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire que nous aurons une démocratisation de la famine.
c'est-à-dire la famille qui était davantage présente dans certaines zones du pays, va migrer pour d'autres zones. Parce que quand moins de production agricole, ça a deux conséquences. La première, c'est sur le producteur. Il s'appauvrit parce qu'il a moins de revenus, moins de choses à vendre, moins de marchandises à offrir. Et la seconde conséquence, c'est que le pays a moins de denrées alimentaires disponibles. Donc, on s'achemine vers de pénuries alimentaires. Et bien évidemment, l'autre conséquence socio-économique, c'est l'inflation, la hausse des prix. Or, nous avons également des statistiques qui nous apprennent qu'au Cameroun, nous sommes 10 millions à vivre avec moins de 800 francs par jour. Or, dans un contexte comme celui-là, où des gens sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Et lorsque les prix des denrées alimentaires vont monter, qu'est-ce que ces gens feront? Comment feront-ils pour s'alimenter? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue les vrais enjeux. On peut vivre dans un pays sans football. Moi, on ne peut pas vivre dans un pays sans agriculture. Décidément, vous avez peur le football. Non, parce que les alertes sont là. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une mobilisation à la hauteur de la menace qui se dessine? Moi, je n'ai pas cette impression. Et j'aimerais bien me tromper. J'aimerais bien me tromper. Parce que ce qui arrive, il est question aujourd'hui. Parce que quand vous regardez dans des autres pays, comme l'a dit Stéphanie, le Cameroun n'a pas l'apanage des changements climatiques. Là, j'emprunte l'expression du Sylvain. Mais ailleurs, le gros des efforts se trouve dans la prévention, dans l'anticipation. Les gouvernements européens, américains et asiatiques mettent beaucoup d'investissements dans la prévention, dans l'anticipation. Il faut anticiper sur les conséquences qui arrivent. Est-ce que notre gouvernement donne l'impression d'un gouvernement qui se situe sur le terrain de l'anticipation? Parce qu'après, quand il y aura des inondations, après quand il y aura des famines, après quand il y aura des émeutes de la faim, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut mobiliser les moyens et les solutions disponibles. Il y a les solutions de court terme. Samuel a évoqué tout à l'heure l'irrigation, dans des zones où le problème c'est la forte chaleur. Il y a également des zones où des populations vont tout perdre parce que les inondations vont détruire leur récolte. Il faut donc que le gouvernement commence à prendre les dispositions pour voir dans quelle mesure on peut sécuriser certaines de ces zones-là. Parce que l'Observatoire national sur les changements climatiques a produit son bulletin. Et il a dit, et cet observatoire dit, entre le 1er juin et le 10 juin, il y a des risques élevés d'inondation. Donc je pense que nous sommes déjà presque à mi entre la date butoir. Donc je pense que c'est même, il faut se mobiliser. Il ne faudrait pas attendre après. Parce qu'on sait bien que la météo relève la prévision. Ce n'est pas une science exacte. Mais il faut se dire ceci. Si on a dit, bon, il peut ne rien se passer. Et il ne se passe rien, tant mieux. Il ne s'est rien passé. C'est tout bénéf. On en sera quitte pour notre frayeur. Mais si jamais il se passe des choses désagréables, si la nature s'affole, si des catastrophes arrivent, qu'est-ce qu'on dira? Qu'on n'avait pas été prévenu? Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est le credo de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, dont j'ai le bonheur d'être le président. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais, d'abord, individuellement, prennent leurs responsabilités. Parce que l'information est dehors, il faut que chacun à son niveau essaie de prendre ses responsabilités. Alors, Stéphanie, et ensuite, maintenant, il faut que le gouvernement qui est garant de la vie, parce que vous savez, le gouvernement, lui, est là pour nous protéger. Il faut que le gouvernement puisse se mobiliser parce que, comme nous le disons, quand ces alertes arrivent, il faut les prendre au sérieux. Alors Stéphanie, on dit anticipation, prévention. C'est déjà bien de donner des alertes, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais, avant de me pencher sur cette question, Monsieur Ngansop, que les récents événements de chaleur ont eu ceci de bien qu'ils ont réussi à reculer de nous la seule image selon laquelle le changement climatique était un problème d'ailleurs des Blancs, comme tous les copanélistes l'ont dit ici. Donc la prise de conscience est ce qui devrait, n'est-ce pas, commencer, déclencher le combat contre ces phénomènes climatiques-là. Et plus, justement, ces crises de chaleur,
ces élévations de niveau de température et de mer se font présents dans le quotidien des Camerounais, plus on a l'espoir d'avoir une approche bottom-up à défaut d'avoir une approche top-down. Parce que à partir du moment où chacun des Camerounais, chacun des citoyens vit, se plaint, ressent, on a envie de croire que des politiques qui ne viennent pas seulement du haut, mais qui sont, n'est-ce pas, pensées par le bas, pourront très rapidement faire basculer l'idée de qu'est-ce qu'on fait et quand est-ce qu'on le fait. Et pour revenir sur la question d'agriculture, il y a lieu de dire ici que c'est une question un peu complexe dans le sens où elle est en même temps le problème, en même temps la victime quand on parle des changements climatiques au Cameroun. Le problème parce que quand on voit la Bible climatique, qui est autrement appelée, scientifiquement appelée, les contributions déterminées au niveau national, l'agriculture représente la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Cameroun. Et par la même occasion, on a l'agriculture qui représente la première victime, ou alors l'une des plus grandes victimes du changement climatique au Cameroun. Et donc, si on a une agriculture qui est le problème, on a des ajustements qu'il faudra faire, on a des mesures qu'il faudra prendre. En même temps, il faudra préserver cette agriculture, mais surtout la modifier pour qu'elle puisse chuter en termes de pourcentage d'émissions. Elle est suivie de l'énergie et des déchets, mais jusqu'ici, que ce soit dans la première contribution déterminée ou celle révisée en 2021, l'agriculture reste le problème à résoudre pour que le Cameroun puisse être moins émetteur de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que au-delà des décisions politiques et stratégiques qui ont été jusqu'ici prises à l'issue de la signature par le Cameroun de l'accord de Paris, il faudrait que les contributions déterminées au niveau national, qui sont restées encore des documents et qui dépendent, il faut le dire ici, de l'intervention internationale sur le plan financier pour être mises en œuvre, il faudrait qu'il y ait quand même une appropriation locale et nationale de cette crise-là. Parce que si on continue de penser qu'il s'agit d'un problème posé ailleurs et qui devra être résolu ailleurs, on tardera à voir, n'est-ce pas, toutes les autorités compétentes à prendre les mesures qu'il faut pour contrer cette menace-là. Donc, je pense pour penser à ce qu'il faut faire, il faut déjà qu'on se dise que c'est un problème. Si la maison brûle et que le feu a été mis par le voisin, je pense qu'il faudrait d'abord éteindre le feu et puis ensuite chercher qui a mis le feu. Donc, si aujourd'hui la communauté internationale est responsable du changement climatique, si aujourd'hui les agriculteurs dans nos différents milieux ruraux vivent de plein fouet les impacts de ce changement climatique-là, nos pouvoirs publics ont la responsabilité de prendre des mesures, quitte à se retourner vers la communauté internationale pour des mesures d'accompagnement. Mais attendre simplement que les mesures viennent d'ailleurs, parce que le problème a été posé ailleurs, nous mettra dans une situation simplement irréversible. Et donc, dans une capitale comme Yaoundé, et vous le faisiez remarquer tout à l'heure, où les bas-fonds sont colonisés par des populations qui s'y installent, Ghislain, il y a lieu de craindre le pire. C'est-à-dire que si on assiste effectivement à ces pluies qui sont annoncées, eh bien, avec les inondations qui vont avec, c'est toute la capitale qui peut être en danger. On a souvent vu, pour des petites pluies, comment la pôle centrale est inondée, comment les quartiers comme Écoros, Or, Cité Verte, pour ne citer que ceux-là, sont sous l'emprise des eaux. Donc, il y a lieu véritablement de craindre le pire. Oui, il y a lieu de craindre le pire pour ceux qui sont dans les villes, mais il y a aussi lieu de craindre le pire pour ceux qui sont dans les villages. Ouais. Et davantage pour ceux qui sont dans les villages, parce que ils vivent et ils dépendent essentiellement de la ressource qu'ils ont autour. De la première ressource qu'ils ont, c'est la terre. La terre, ouais. Et donc, s'il y avait un acteur pour lequel je me pencherais principalement, ce serait d'abord celui du village. Parce que celui du village va nous aider. Sans eux, nous, on ne vit pas. On ne mange pas en ville. Donc, l'approche, ce serait d'abord d'aider ceux qui sont dans le village, de surmonter le problème. Et ça m'amène à aller sur quelques idées de propositions. La première, c'est qu'il ne faut jamais regarder ce problème. C'est un problème complexe. Même les États, ça les dépasse. Et c'est tout le monde qui va se mettre ensemble pour pouvoir résoudre. C'est nous tous qui devons nous mettre ensemble pour pouvoir résoudre. Chacun à son niveau, selon ses niveaux de responsabilité. C'est clair, tel que nous avons discuté, il y a un gros travail, un gros investissement à faire en matière de prévision météorologique. Ça, c'est un point important. Et là, oui, c'est normal qu'on interpelle l'État, parce que c'est l'État qui peut investir pour pouvoir
assurer des prévisions météorologiques. Il y a quand même quelques efforts qui sont aujourd'hui menés, mais avec pas assez de ressources disponibles, pas assez d'équipements disponibles qui sont menés par la direction de la météorologie du ministère des Transports, par l'Office national, l'Observatoire national des changements climatiques. Ils font avec les moyens, disons les moyens de bord. Ils ne font pas encore de manière totalement professionnelle parce qu'il manque des ressources. Il faut donc investir pour pouvoir assurer une bonne prévisibilité climatique. Le deuxième point qu'il faut pouvoir observer, c'est il faut ce changement, ces variabilités amènent à trouver, à faire. Il y a la recherche qui a un rôle essentiel à jouer. La recherche doit jouer un rôle essentiel parce qu'il faut pouvoir développer des nouvelles variétés de semences qui peuvent être résilientes au changement climatique, qui peuvent peut-être, si on a aujourd'hui seulement 2 mois de pluie, il faut pouvoir trouver les variétés qui vont permettre de nous produire le maïs en 2 mois et non en 3 mois. Donc, il y a ce travail des scientifiques qu'il faut vraiment soutenir, qu'il faut aussi qu'il faudrait avoir pas mal de personnes qui s'engagent là-dessus. Maintenant aussi, il y a des solutions endogènes. Et ça, c'est ce que les gens n'observent pas beaucoup. Il y a des solutions endogènes. Et pour des solutions endogènes, il faut donner... Le paysan n'attend pas. Il doit produire. Il n'attend pas que vous ayez décidé à Yaoundé non, il faut qu'il produise. Il faut donner des conseils, ne serait-ce que pratiques. Et il y a une solution aujourd'hui qui prend de l'ampleur et qu'on pense que, en fait, c'est de retourner sur des pratiques ancestrales. C'est de retourner sur des pratiques ancestrales. On a adopté des autres méthodes de production qui n'étaient plus conformes et qui nous permettent, qui rendent plutôt vulnérable la productivité. Il faut retourner à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi? C'est cette méthode de production qui permet de maintenir un peu une protection de l'environnement, d'assurer une productivité pour les paysans et à la fin de maintenir une production dans un environnement sain qui répond aux besoins de tous les acteurs. Il faut retourner là. Et là, c'est quoi? Je le discutais justement avec le directeur administratif de notre boîte aujourd'hui, où il disait, écoutez, c'est maintenant que je plante, que je mets mon maïs en terre. Je lui dis, ah ouais, mais moi j'ai mis mon maïs en mars. Mais j'ai adopté une méthode qui a permis quand même de résister à ces 3 semaines de sécheresse. C'était quoi? Il faut tourner la terre aujourd'hui. On a une habitude dans les zones forestières de planter sur la terre. Et dès qu'il y a 1 semaine de sécheresse, il n'y a plus rien. Par contre, si vous faites des biomes, ça va permettre de maintenir un peu de l'humidité et ça peut tenir. Donc, vous voyez, il y a des solutions qui sont là, qui peuvent nous aider à répondre à un certain type de problème. Et il faut donc aller sur ces solutions pratiques. D'abord, en attendant un changement structurel totalement. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, une responsabilité de tous les acteurs, chacun en ce qui concerne ce qu'il est capable de faire. C'est cela qui va nous amener tous à surmonter un peu ces contraintes en matière de production agricole et de changement climatique. Alors Samir, je voudrais que vous reveniez un peu sur ce développement de nouvelles variétés de semences. Cela suppose que nos chercheurs doivent se mettre au travail dans un environnement où, en matière de financement de la recherche, ce n'est pas toujours ça. Oui, c'est clair que quand on est dans une situation de crise comme celle dans laquelle on entre, et ça va durer quelques années, peut-être quelques décennies, il faut trouver des solutions. Et l'une des solutions, c'est effectivement de trouver de nouvelles variétés de semences. Mais peut-être que ces nouvelles variétés sont des variétés anciennes. Parce qu'on a connu beaucoup de semences qui étaient adaptées à notre environnement et qui ont été pour la plupart rejetées parce qu'elles n'avaient pas une productivité aussi forte que celles qui se sont imposées. Et aujourd'hui, on voit que celles qui se sont imposées, peut-être ne tiendront pas
devant le stress climatique. Et peut-être qu'il faut retourner, avant de commencer à aller en laboratoire, créer de nouvelles variétés, de nouvelles variétés de semences. Peut-être qu'il faut retourner d'abord vers celles qu'on avait délaissées et voir ce qu'elles nous disent, voir s'il y a dans ces variétés-là des choses intéressantes à trouver et à vulgariser. Sur l'agroécologie, c'est de plus en plus la mode, hein, pour faire un lien avec le cacao. Oui. C'est que l'Union européenne a une réforme qui entre en vigueur très bientôt, d'ici la fin de l'année. Oui. On dit cacao, zéro déforestation. Exactement. Et on se dit que c'est même bénéfique pour nous, en fin de compte. Oui, alors là aussi, c'est une mode qui revient. C'est comme pour les vêtements. On voit revenir ce qui était à la mode il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, les jeunes s'en saisissent et ça revient à la mode. C'est la même chose avec l'agroécologie. On a vu l'agroécologie se développer depuis des millénaires. Dans nos plantations, enfin dans les plantations de nos parents, de nos grands-parents, on faisait des cultures étagées. Je me souviens très bien de cela. Il y avait, dans la terre, il y avait les arachides, il y avait la patate, Le maïs. il y avait le manioc. Non, sous la terre. Donc, Sous la terre, ouais. on avait des plantes qui n'étaient pas très grandes, 5 à 10 cm. Et puis on avait le maïs. Ça, c'était l'autre étage. Et puis on avait au-dessus les fruitiers. Et il n'y avait pas de plantation qui se concevait sans arbres de cette nature. On avait de l'ombre, mais on avait également des fruits. Dans tous les villages, dans toutes les petites plantations autour des maisons, on avait cela. Et je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour que ça disparaisse. Mais aujourd'hui, ça revient comme étant quelque chose de nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est comme ça que l'agriculture s'est développée chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est dans tous nos pays, on a trouvé l'agroforesterie, c'est une pratique naturelle. Ouais. Partout, les hommes plantent des arbres et font de l'agriculture. Et parfois, ils plantent des arbres, pas parce que ça produit, mais parce que ça apporte de l'ombre, parce que ça apporte du bois. Donc aussi, bien sûr, parce qu'on peut avoir des fruitiers. C'est une pratique qu'il faut développer, c'est une pratique qu'il faut à nouveau encourager. Et c'est bien qu'elle apparaisse comme une innovation aujourd'hui, mais... à quelque chose de malin, bon peut-être. Voilà, c'est ça. Si la politique nationale de financement de la recherche, Thierry, on sait que les chercheurs sont souvent pleins, hein. Ils ont plusieurs fois, peut-être pas manifesté dans la rue, mais ils ont écrit au chef de l'État plusieurs fois déjà pour revendiquer un statut de chercheur, mais davantage pour que la recherche soit financée. Et donc les moyens, il n'y en a pas toujours. Je veux donc qu'on questionne un peu cette politique-là. Est-ce que dans un environnement comme celui-ci où les changements climatiques arrivent et il faut s'adapter, et même pour en atténuer les effets, est-ce que cette politique de financement-là aujourd'hui tient encore la route? Est-ce qu'il ne faut pas repenser les choses? Est-ce qu'il faut peut-être économiser ailleurs pour réinvestir dans l'agriculture et donc justement pour trouver des variétés susceptibles de s'adapter à ces variations de climat-là? Non, il faut déjà commencer par dire que nos chercheurs ne manquent pas de talent. D'ailleurs, ils remportent des prix presque tous les jours, malgré la modicité des moyens qui sont mis à leur disposition. C'est d'abord ça le problème, donc pas assez de moyens. Et l'autre problème que j'ai identifié, c'est que les fruits même de la recherche au Cameroun ne sont pas valorisés. Vous savez, il y a des découvertes, des inventions géniales que vous ne voyez que lors des foires, expositions. Une machine à décortiquer le pistache, je ne savais pas que ça existait. Dernièrement encore, on a vu là à l'esplanade de l'hôtel de ville, à la faveur du festival Cacao et Café, une machine qui enlève des cabosses de cacao. Donc une égreneuse de cabosses de cacao. C'était d'ailleurs une grande curiosité avec l'hôtel de ville. Donc c'est pour dire que, mais ça c'est des choses qui restent toujours au stade artisanal. Après on n'a pas de suite. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est autant de choses comme ça. Oh, il faut valoriser autant de choses. Il faut valoriser ces choses-là. Et je dois aussi dire qu'il y a un lien étroit entre le développement de l'agriculture et la recherche. Vous savez, je veux parler d'un produit dont on parle beaucoup. Il s'agit du baume François. C'est une pommade, c'est un produit pharmaceutique, mais quand je me suis renseigné, c'est fait à base de plantes naturelles, 100%. Donc imaginez que si la production est industrielle,
on va tirer vers le haut l'agriculture des plantes médicinales. Et on va sortir beaucoup de jeunes Camerounais du chômage. Donc, il faut qu'il y ait un lien étroit entre les produits de la recherche et le développement de l'agriculture. Il faut qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire à connecter le monde de la recherche à celui de l'agriculture. Parce que quand vous regardez notre pharmacopée traditionnelle, elle est riche, elle est dense, elle est variée, mais il n'y a pas un effet d'entraînement sur l'agriculture, notamment sur la production des plantes médicinales. Parce que tout reste au stade artisanal. Donc il faut voir grand de ce côté-là. Maintenant, par rapport au sujet, je voudrais parler un peu des déchets dont Stéphanie a évoqué tout à l'heure. Bon, vous savez, les déchets, c'est une richesse. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on a... Parce que même du côté du Sénégal, là-bas, je crois qu'on a compris que les déchets, c'est la richesse. Ce qu'on jette là, c'est de l'or. Or, dans le domaine de l'agriculture, avec ces déchets de cuisine-là, vous avez de l'engrais bio. Et on a parlé tout à l'heure de l'agriculture écologique, non, l'agriculture bio. Donc, on peut se passer des engrais chimiques que notre pays importe à hauteur, si mes chiffres sont bons, de 80 milliards. En mettant sur pied une véritable industrie de valorisation des déchets de cuisine pour en produire de l'engrais biologique pour alimenter l'agriculture. Non seulement ces déchets-là, qui, lorsqu'ils deviennent des engrais organiques, enrichissent le sol, contrairement aux engrais chimiques qui appauvrissent plutôt le sol. Parce que le défi aussi, lorsqu'on est face au changement climatique, c'est de rendre le sol aussi résistant. Parce que vous pouvez bien travailler sur les semences, mais si vous avez un sol dégradé, c'est comme si vous confiez une voiture en très mauvais état à un très bon chauffeur. On n'ira pas bien loin. Donc il faut travailler aussi à la préservation des sols. Quel est le type d'engrais que nous utilisons? Quel est le type d'engrais qu'on va donner à l'agriculteur dans un contexte de menace climatique? Donc je crois que ces déchets-là sont une piste de solution. Bon, il se trouve que, comme le disait Samuel, la solution passe aussi par le retour à l'agriculture, aux semences d'avant. Mais il y a une chose que Samuel a dit et qui m'a fait tiquer. Il m'a dit, la production ne sera pas moindre, elle sera très petite. D'ailleurs, c'est pourquoi il a bien dit qu'on a laissé d'abord ces solutions traditionnelles pour avoir recours aux semences qui... Oui, c'est... Donc, il se trouve qu'on a un autre défi. C'est le défi démographique. La population actuelle, elle va doubler en 2050. Si nous sommes 30 millions, en 2050, nous serons 60 millions. Autant de bouches à nourrir. Et il faut une agriculture qui réponde à ce besoin. D'ailleurs, la mission principale de l'agriculture, c'est de nourrir l'homme, de nourrir la population. Et bien évidemment, sur le plan politique, la vocation de l'agriculture, c'est de créer la stabilité dans un pays. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde où, quand les citoyens ont faim, on peut parler de stabilité. Si vous voulez détruire un pays, introduisez la famine. Un peuple qui a faim est un peuple incontrôlable. On en a eu un aperçu en février 2008. Donc, il faut, tout en tenant compte de la menace du changement climatique, faire preuve d'inventivité afin de mettre sur pied une agriculture qui puisse répondre à ce besoin démographique. Nourrir les Camerounais, donner des emplois aux Camerounais. Et je suis d'avis ici que cette mission-là, la recherche nous sera d'un grand apport. Mais quel est le budget en ce moment-ci qui est consacré à la recherche camerounaise? Je ne voudrais pas en parler ici, mais ceux qui veulent aller consulter vont voir quel est le budget du ministère de la Recherche. Il est minable, malheureusement, et je crois qu'une fois de plus, le gouvernement est interpellé. Il faut que nous commencions dès aujourd'hui à préparer les moyens ou les armes qui nous permettront de faire face aux menaces de demain. Et pour le changement climatique, je voudrais dire ceci. Et là, ce sont les analyses de la direction météorologique nationale. Les phénomènes météorologiques extrêmes iront en s'intensifiant et en gagnant en fréquence. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que les fortes chaleurs que nous avons actuellement
nous n'avons encore rien vu. Il y aura des chaleurs plus fortes que ça. Ça veut dire quoi en français facile? Que les inondations que nous pleurons là, nous n'avons encore rien vu parce que ce qui nous attend, c'est le déluge. Donc, la menace, plus le temps arrive, plus cette menace sera grande. Là, c'est la direction de la météorologie nationale qui le dit. Donc, et quand on est dans un pays comme le Cameroun, je pense qu'on doit prendre ces menaces au sérieux et on doit se préparer pour atténuer les effets sur les populations, sur l'économie nationale, sur la société et bien évidemment sur l'avenir global du pays. Alors Stéphanie, ces politiques publiques qui sont mises en œuvre pour atténuer les effets du changement climatique, nous comprenons bien sur ce plateau que le paysan à la base doit être motivé, doit être mieux appuyé. Ça, c'est une interpellation qui engage l'État, par exemple. C'est vrai que le producteur à son niveau peut prendre des mesures, mais l'État peut appuyer, notamment à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui a plusieurs programmes et projets logés au sein de ce département ministériel-là. Est-ce que vous percevez cette action gouvernementale comme étant une action qui est en marche pour que nous ne puissions pas trop pleurer, puisqu'on nous dit, et c'est Thierry qui relève cela, que ça va aller de mal en pis quand même? Je dirais, M. Nansot, que cette action est lente, mais sera certainement progressive, qu'on le veuille ou pas. On a dit tout à l'heure, mon copanéliste, un peuple qui a faim est un peuple incontrôlable. Donc c'est un mouvement qui devra forcément se mettre en marche. Et je voudrais ici regretter que le problème climatique soit perçu au Cameroun encore comme un problème, pendant que les autres parties de l'Afrique l'identifient comme une opportunité de se développer, mais durablement. Quand on regarde les différentes parties, que ce soit l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, on constate qu'en ce qui concerne les mobilisations internationales de financement disponibles, on constate quand même que l'Afrique centrale est à la traîne. Pourtant, il y a des guichets de financement qui sont ouverts, qui sont disponibles et qui n'attendent que des projets bancables pour, n'est-ce pas, rendre plus paisible la vie en milieu rural et plus encore dans le monde agricole. Donc cette traîne à aller à la cueillette des financements climatiques rendus disponibles, certes en compte-gouttes par les pays industrialisés, devrait attirer l'attention de nos gouvernements et de chacun des citoyens pour qu'on puisse revendiquer de façon constante, réelle et même un peu violente le fait que nous soyons encore à la traîne. Pourtant, toutes les autres parties de l'Afrique réussissent jusqu'aujourd'hui à rehausser, n'est-ce pas, les budgets nationaux avec tout ce que la communauté internationale doit aujourd'hui en raison du changement climatique. Donc pour moi aujourd'hui, il y a cette opportunité de financement qu'il faut saisir et il faut peut-être aussi changer le regard sur le problème et le voir comme une opportunité de faire durablement ce que les autres avaient fait de façon plus nocive pour l'environnement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, on pourrait le dire, le Cameroun est encore dans une certaine virginité environnementale qui lui donne la possibilité de prendre une trajectoire de développement durable et ne pas repasser sur les erreurs des pays industrialisés. Donc, c'est aujourd'hui une occasion. On a cité ici ce soir le problème climatique comme une grosse menace, mais je voudrais que, avant de terminer cette émission, on puisse quand même relever ici qu'il s'agit d'une opportunité de faire de bons choix, de partir sur l'agroécologie avec des techniques locales qui ont été citées ici, des savoirs endogènes qui ont été oubliés, qui ont été inhumés. Je voudrais, au rang de tous ceux qui ont été cités, revenir ici, si vous me permettez encore cette petite parenthèse, sur cette grand-mère qui, n'est-ce pas, dans la partie ouest du Cameroun, me dit qu'elle a identifié un petit champignon rouge qui lui permet d'identifier la véritable arrivée de la saison pluvieuse. Donc au moment où tous les agriculteurs se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit semer, est-ce que c'est le moment de le faire, elle me dit, ma fille, quand je vais dans mon champ et que je vois ce petit champignon rouge, je sais que c'est le moment de semer. Et depuis 5 années, j'ai observé et ça ne m'a jamais trahi. Donc vos bouleversements de calendrier agricole, les pluies qui viennent, je ne me fie plus au 15 mars, comme c'était dans le livre de géographie de Samuel, je ne me fie plus au mois de mars, et donc désormais pour moi mon seul indicateur est le petit champignon rouge. Est-ce que finalement ce champignon rouge, s'il se retrouve dans d'autres régions du Cameroun, ne devrait pas être vulgarisé pour que les populations soient informées et qu'on puisse avoir moins de pertes en ce qui concerne aujourd'hui ce qu'on enregistre dans le domaine agricole?
Donc il y a effectivement beaucoup de choses à faire, il y a des méthodes ancestrales qu'il faut exhumer, il y a des financements qu'il faut aller capter, il y a une trajectoire de développement qu'il faut retracer avec de nouveaux standards, des standards plus écologiquement responsables, plus socialement acceptables et plus économiquement rentables. Donc pour nous aujourd'hui, on voudrait quand même autour de ce thème sortir sur une note positive en se disant que peut-être ce changement climatique et ces bouleversements de l'agriculture pourraient nous emmener vers des horizons plus verts. Alors Ghislain, vous qui êtes au contact des producteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils reçoivent quand même des appuis de la part de l'État. Je sais que j'ai souvent vu des parlementaires aller remettre quelques intrants agricoles aux populations pour les appuyer. C'est le cas. Est-ce que vous qui êtes dans les champs avec ces gens-là, ils vous disent quand même, bon, nous recevons des appuis qui nous permettent d'avoir la bonne semence, par exemple, pour s'adapter à tout ce qui arrive là? Marcelin, vous touchez un point très qui fait mal, quoi. Il y a certainement beaucoup d'appuis qui sont dégagés au niveau de l'État. Il faut aller vérifier et voir la quantité qui arrive au niveau des producteurs, et il faut interroger le type d'appui. Qu'est-ce qu'on appuie? En ouverture d'une campagne agricole, on commande les semences de l'Afrique du Sud qu'on va distribuer aux populations. On va commander les engrais des autres pays qu'on va distribuer aux populations. Mais est-ce que ces semences, tous ces appuis sont vraiment répondre au contexte de notre production? Ça, c'est la grosse question. C'est pourquoi, moi, dans mon approche et approche ONG, nous, on n'attend pas l'État. Nous faisons ce qu'on peut faire. Et c'est à ça que j'interpelle tout le monde. Il faut faire ce que nous pouvons faire. Je vais vous expliquer. Ça, c'est une brochure que j'ai amenée et qui a été réalisée. C'est une recherche appliquée qui est conduite par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, qui, dans l'observation de la modification du calendrier culturel, a mis en place un système d'observation. Et moi, j'ai été passionné par cela. C'est-à-dire qu'ils disaient, ils ont conçu un système qui permet de collecter un certain nombre d'informations sur le terrain, mais basé sur l'observation. Parce que c'est à ça qu'il n'y a pas de solution miracle pour le changement climatique. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on sorte avec une approche comme si le gouvernement a la solution miracle. Personne n'a la solution miracle. Personne n'a la solution miracle. C'est tout le monde qui doit travailler pour trouver la solution. C'est tout le monde. Et donc, eux, ils ont développé ce qu'ils ont appelé l'approche observer et agir sur la base de la phénologie de la culture. Ils ont développé sur le cacao, ils ont développé sur le café Robusta et Arabica. Et ils disent, dans leur système, lorsqu'on observe un phénomène qui arrive, ils vont faire remonter l'information et c'est eux qui vont donner la consigne de ce qu'il faut faire. Vous savez pourquoi? Ça change tout. Le producteur, lui, savait une seule chose. Au mois de janvier, je vais faire la taille pour le cacao. Au mois de tel, je vais faire le traitement phyto. Au mois de tel, je vais faire ça. Or, pour le faire, on fait le traitement phyto sur les cabosses. Si tu n'as pas de cabosses, pourquoi tu vas faire le traitement phyto? Donc, vous voyez, c'est une approche ingénieuse qui nous apporte des solutions pratiques. On doit pouvoir le développer chacun dans ses activités. Développer ces approches d'observation. Moi, je vous le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, je vais commencer à manger le maïs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste un peu, quand les premières pluies sont arrivées, j'ai un peu tourné la terre. Avant, j'ai fait des billons avant de s'aimer. Et quand les pluies repartaient, c'était déjà quand même à un certain niveau et ils ont pu résister avec. Donc vous voyez, il faut trouver ces solutions-là. Il ne faut pas rester dans une posture, on croise les bras, on attend l'État. Non, ça ne va pas arriver. Je vais vous donner une autre initiative. Cette fois-ci que l'État a engagé
Toujours sur le cacao, café. Bon. Mais on va pour se poser la question, qu'est-ce qu'il en est de ce qui nous nourrit vraiment? Bon, ça c'est un autre débat. Ils ont, par exemple, mis en place ce qu'ils ont appelé le guichet de transition agroécologique. C'est une bonne idée déjà. Même si ce n'est pas parfait. Parce qu'en réalité, personne n'a la solution miracle. Ce sont des expérimentations, ce sont du travail de terrain que les uns et les autres vont pouvoir remonter. Et c'est donc pourquoi, nous, au SAILT, on a donc ce que nous voulons appeler, on veut développer des évidences en agroécologie. Parce qu'au même moment, ce qu'on propose comme solution est contesté. Quand on discute sur la problématique de l'agroécologie, il y a une contestation. Parce qu'il y a certains qui disent que, en fait, on est en train de dire qu'on va faire une agriculture pour demeurer dans la pauvreté. Que ce n'est pas une agriculture qui peut réellement produire suffisamment pour nourrir tout le monde. Mais, et qu'est-ce qu'on choisit? On choisit par exemple d'étendre, de couper la forêt sur des grandes superficies, mais pour nourrir et enrichir une personne. Mais l'approche de l'agroécologie, c'est une agriculture familiale. C'est pour nourrir et rapporter des ressources pour une multitude de personnes. Et on est dans un pays où on manque d'emplois. Il faut créer, ça devient une opportunité. Mais vous voyez, c'est pour dire que même quand tu proposes une solution, il y a en face une contestation de la solution. Et il faut seulement mettre en œuvre suffisamment ces solutions-là et remonter avec les évidences. Les évidences qui montrent que, effectivement, telle approche marche et qu'on pourra récupérer pour mettre à l'échelle. Ça, c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs. De toute façon, nous, en tant que société civile, ce qui nous importe, c'est d'apporter des solutions, quitte à ce que, après qu'on a pu démontrer ces solutions-là, on les donne aussi à l'État, parce qu'on ne pense pas que l'État lui-même, il a toutes les solutions. Samuel, on va bientôt sortir cette émission, peut-être qu'en guise de conclusion, même ce débat reste ouvert, évidemment. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, même dans le secteur agricole, bien que les effets des changements climatiques se vivent dans plusieurs secteurs, pas seulement dans le secteur agricole. Le mot de fin, en termes d'espoir, pourrait être lequel? On reste focus sur quoi? On garde le sourire, on se dit, bon, ça va aller? Est-ce que ça va aller? Bon, de toutes les manières, on sait que plus on avance vers la fin, de toutes les manières. La fin de quoi? La certitude qu'on a, c'est que rien ne sera plus comme avant. On n'aura plus cette forme d'agriculture qui fonctionnait, qui dépendait d'un calendrier dicté par les saisons avec des dates bien précises. Je crois que ça, on est d'accord sur le fait que c'est terminé. On entre aussi dans une période où on aura le souci de produire plus pour nourrir plus de monde, parce que si on ne produit pas plus, il faudra importer plus et donc augmenter la facture des importations. Donc ça, c'est la deuxième certitude que l'on a. La troisième certitude que l'on a, c'est que la population étant de plus en plus nombreuse, il faudra trouver des emplois pour les jeunes qui arrivent et qui atteignent la maturité, la majorité, et qui cherchent un emploi. Donc, plus de bouches à nourrir, plus de bras à employer, à utiliser, et pourtant plus de difficultés sur le plan climatique pour conduire l'agriculture comme par le passé. Peut-être que pour ajouter à la difficulté, on peut dire qu'il y aura également plus de sollicitations sur les terres. Quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on a un aperçu de ce qui va se passer demain. Les agro-industries, pour faire des cultures qu'on ne mange pas, de l'EVA par exemple, des cultures comme celle-là, la demande sera forte, toujours. Donc, il faut mettre tout cela ensemble et comprendre que les enjeux seront importants dans l'avenir. Et il faudra être extrêmement fort quand on est un décideur public pour trouver le bon équilibre entre tout cela. Parce que sinon, on aura de la famine avec tous les risques d'instabilité que cela peut entraîner. Comment sortir de là? Bon, on n'a pas de solution. Je suis d'accord avec Ghislain, personne ne sait. Mais au moins, il y a des pistes, il y a des choses qu'il faut essayer de creuser, de mettre en place pour envisager, pas des solutions, mais
une avancée vers des solutions. D'abord, il n'y aura pas une solution unique, ça c'est pour certain. Il n'y a rien qui marche comme ça, une solution unique pour toutes les zones agroécologiques, pour toutes les plantes, ça ne marche pas comme ça. La première chose que je vois qui serait extrêmement importante, c'est qu'on ne va pas s'empêcher de moderniser l'agriculture. On devra produire différemment. Et pour produire différemment, sans trop dépendre des aléas climatiques, il faut moderniser l'agriculture. Est-ce que le paysan a les moyens de le faire? De toute évidence, non. Donc, il faudra l'aider. Il faudra l'accompagner dans cette démarche-là. Ce qui veut dire clairement qu'il faudra subventionner l'agriculture. C'est un investissement qui va coûter cher, mais c'est un investissement qui va rapporter beaucoup en termes de stabilité du pays, de sécurité alimentaire, de création d'emplois. C'est quelque chose qui va être très utile. Si on ne le fait pas, la facture à payer sera extrêmement élevée. Donc, première étape, moderniser l'agriculture, ça passe par augmenter de manière très sensible les budgets des ministères qui s'occupent du monde rural, le ministère de l'Agriculture, le ministère en charge de l'élevage. Il faudra mettre en place des formations, avoir une agriculture modernisée qui attire les jeunes et qui les pousse à vouloir s'investir dans l'agriculture. Une agriculture qui est finalement rentable et utile pour le pays. Ça, c'est la première des choses. Donc, modernisation par des subventions. Passer par des subventions pour arriver à cette modernisation. La deuxième chose qu'il faudra faire, il y aura de toute évidence une réflexion à conduire sur la manière dont l'agriculture va être conduite, sur la manière dont les terres vont être utilisées dans notre pays, parce qu'il n'y aura jamais plus assez de terres pour tous les usages qu'on a envie de mettre en place dans notre pays. Donc on a beaucoup de terres qui sont occupées par des investissements, mais on a aussi une forte demande pour l'agriculture familiale qui va s'intensifier. Est-ce qu'on aura assez de terres pour faire tout cela? Il faut s'assurer que partout des jeunes veulent se lancer dans l'agriculture, qu'on s'assure que les terres vont être disponibles pour eux. Pour le moment, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est quelque chose qu'il faudra arriver à mettre en place. Ça passe par une réflexion sur les cultures. On ne va pas pouvoir tout cultiver. Il faut choisir ce qu'on va cultiver. Et l'État doit pouvoir déterminer quelles sont les priorités. On ne va pas interdire en mettant des policiers pour interdire telle ou telle culture ou pour obliger à faire telle ou telle culture. Mais il y a des outils pour arriver à cela. La fiscalité ou d'autres outils qui peuvent permettre d'encourager une culture ou de décourager une autre. Mais on ne fera pas l'économie de cette réflexion-là. D'accord. À court terme. Merci beaucoup, Samuel. On aurait pu continuer à débattre autour de cette préoccupation qui est d'ordre national, même international. On aura certainement d'autres occasions pour revenir sur ce sujet. Je voudrais vous remercier, Thierry, aussi d'être venu. Nous sommes quand même à la fin de l'émission, Thierry, malheureusement. C'est vrai que l'agriculture passionne, vraiment à la fin. Les changements climatiques n'ont pas seulement d'impact sur l'agriculture, il y a également sur l'élevage et sur la pêche. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on aura d'autres émissions pour élargir le débat jusqu'à atteindre effectivement ces autres aspects qu'on n'a pas abordés ce soir parce qu'effectivement l'émission a un carnaval, un timing qu'il faut respecter. Donc, merci Thierry d'être venu. Merci de l'invitation. Journaliste. Merci Dr Samuel Guifo. D'être également venu. Merci. Pour la première fois, il y aura une deuxième forcément. Stéphanie Ndiomo, merci pour votre expertise sur ce plateau. Ghislain Fomou, merci. Toujours un plaisir. Vous avez dit que le maïs sera prêt la semaine prochaine. Ne vous oubliez pas. Vous avez envie de manger du maïs aussi. Madame, Monsieur, merci d'avoir été au contact de nos experts ce soir dans le cadre de l'émission 237 Agro. Merci de votre très aimable attention. On se donne rendez-vous le mois prochain avec une autre problématique sur ce plateau. Bien le bonsoir.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à ce nouvel épisode du conflit qui oppose le MINSEP à la Fédération camerounaise de football, avec notamment le clash de mardi dernier, pour reprendre la grande une du quotidien Le Jour. Clash entre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, et l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, au siège de l'instance